à Énergie. 98.9. Il est 11h04. Je vous rappelle que si vous voulez communiquer avec nous, il y a 3 façons de le faire. Courriel studio@radioénergie.ca. Je le rappelle, je l'ai dit un petit peu plus tôt ce matin, mais j'oublie souvent de le mentionner parce que vous le savez, il y a eu un changement. Si vous écrivez énergie, c'est le mot. Ce n'est pas l'abréviation, ce ne sont pas les lettres. C'est bien le mot au complet maintenant. Donc, studio@radioénergie.ca. Texto, courriel 61212 et au téléphone, c'est Max qui s'occupe de vous autres ce matin. 670-90-99. 670-9099. J'ai parlé de ça un petit peu avant la pause. Nous avons, ce matin, je suis vraiment content d'avoir des gens qui vont témoigner, en fait, de ce qu'ils ont vécu ici au cours des dernières années, des dernières décennies. On a 3, vous me permettrez de vous qualifier de Québécois d'origine syrienne, je pense. Certainement. Hein? On va le faire de cette façon-là. Là, je vais essayer de pas moffer les noms, mais je veux juste vous avertir qu'habituellement, quand je veux pas les moffer, c'est ça qui arrive. Alors, je vous présente d'abord Nour Sayem, ça va bien jusque-là. Oui. Qui est avec nous, bienvenue. Oui, merci. Qui est une habituée, qui est à l'aise et qui trouve ça le fun de faire de la radio, je pense. Oui. Oui. Docteur Aïda Bayrem. Exactement. Hein, c'est vrai? Vous la prononcez très bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et enfin aussi avec nous, là, j'ai commencé par les femmes. Vous n'êtes pas insultés par ça, j'espère. Le docteur Oussem Martak qui est avec nous. Wow, là, je suis fier. Vous n'avez même pas idée comment je suis fier. Quand je stresse sur les noms, là, je viens comme tout mal. Bon, on va commencer parce que j'aimerais ça qu'on vous présente aux auditeurs puis aux auditrices. Et comme je suis poli, on va commencer par une femme. On va commencer avec Nour Sayem qui va nous raconter un peu son histoire. À quel moment elle est arrivée ici, dans quelles circonstances également. Je suis certain que vous avez une belle histoire. J'espère qu'elle est belle à nous raconter. Oui, absolument. Oui? Oui. Vous êtes arrivée ici à quel moment et dans quelles circonstances? Je suis arrivée à l'âge de 15 ans avec ma famille. On avait fui la guerre de 1967, la guerre de 6 jours. Et on est arrivé à Montréal. Pourquoi Montréal? C'est le point de chute, si vous voulez, des immigrants dans le temps, il y a 40-45 ans. Il n'y avait pas des gens qui nous disaient aller à Québec plus qu'à Montréal. On est arrivé par Halifax et on a débarqué à Montréal. Puis ça a été ça. Mais vous n'aviez pas vraiment le choix, de ce que je comprends? On avait le choix, mais le seul choix qu'on nous avait dit, l'Ontario ou le Québec. Puis étant donné qu'on a été élevé en langue française, on a préféré d'aller à la province de Québec. Vous étiez jeune, là, parce que je remarque un accent québécois même. Là. Ah oui, je parle québécois. Ouais? Avec un petit accent qu'on appelle... Il vient d'où cet accent-là? Bien, j'ai été à Montréal. Après ça, je suis allée au Lac-Saint-Jean. Après ça, je suis descendue à Montréal, à Québec, je veux dire. Fait que j'ai un mélange. Et quand je suis arrivée ici, je parlais pas. Vous ni parliez français, ni anglais. Je parlais rien que l'arabe. Oh, ça devait pas être facile. Vous aviez quel âge? 15. 15 ans? Oui. Ça a dû être difficile parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'immigration là, au Québec. Pas comme aujourd'hui, du moins. Là. Et surtout des Syriens, il n'y en avait pas beaucoup. Uh-huh. Et des musulmans, en plus. Ouais. On était les premiers à arriver dans ce pays-là. Fait que vous n'aviez pas beaucoup de repères là, en arrivant ici. Là. Ah non. J'arrivais avec des racines complètement différentes par rapport aux racines québécoises que j'ai découvertes avec les années. Ça fait 49 ans que je suis ici, donc j'ai 64 ans. Vous avez eu l'occasion de retourner en Syrie, je présume? 2 fois, oui. Seulement 2 fois? Oui. Est-ce que votre famille au complet est venue ici? Oui, on est tous venus, la famille, le père, la mère, les enfants. J'étais l'adulte, la plus vieille. Mais l'entourage est demeuré en Syrie? Oui. Vous n'avez pas l'occasion de revoir ces gens-là? Je suis retournée en 72 et en 76. Et c'était la dernière fois. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu l'occasion de revoir ces gens-là? Oui. Ben vous aviez 15 ans. 76. Est-ce que vous vous rappeliez de ces gens-là? Très bien. Ouais. Très bien. 15 ans, c'est un âge très, très difficile pour cristalliser son caractère. Et je suis restée là pendant 5 ans avant de redescendre la première fois en Syrie et au Liban. J'ai fait un voyage. Et ça a été un choc pour moi. Ah oui? Un gros choc, oui. Pourquoi? Après 5 ans, je me suis aperçue que j'avais plus les mêmes caractères, j'étais plus de la même personne. Et j'ai vu que ce pays-là ne serait pas stable. Et puis j'ai eu peur, j'ai eu un choc. J'avais fui la guerre en 1967. Et quand je suis revenue en
5 ans plus tard, j'ai vu aussi les gens étaient... suite à la guerre, c'était pas des gens heureux comme tel. Vous n'avez pas retrouvé le même pays, en fait? Non, non, absolument pas. Je suis retournée avec mon mari enceinte après mon mariage. Et là, je suis allée au Liban. Je me suis promenée un peu partout, l'Égypte et le Liban et la Syrie. Ça a été vraiment le dernier beau voyage que j'ai fait dans ce pays-là, du Moyen-Orient. Et je veux garder cette image que j'ai de la Syrie et du Moyen-Orient. Est-ce que vous avez gardé contact avec les gens de la famille ou pas du tout? Parce que la technologie aujourd'hui, évidemment, rend ça plus facile. Ben là, on a le Facebook. Là. On est toujours en contact avec les cousins et les cousines, mais on est une diaspora maintenant. Toute ma famille, Sayem et Fansa, ils sont rendus un peu éparpillés partout. Ah ouais? En Espagne, en France, en Californie, en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, oui, l'un après l'autre, parfois par choix ou par problème de stabilité de pays pendant les guerres. Il y en a eu plusieurs. Évidemment, vous aviez 15 ans. Je présume, je peux me tromper, je pose la question aux trois. Quand on arrive à un âge, c'est-à-dire... l'âge auquel on quitte un pays doit aussi être déterminant dans notre identification face à un pays ou à un autre. C'est-à-dire que quand on arrive ici, j'imagine, bon, je sais pas, un bébé arrive ici, il va être québécois, il va être canadien, il sera même pas syrien dans sa tête, j'imagine. Là. Quand on arrive à un âge plus adulte, c'est autre chose, une autre réalité, c'est plus difficile. Là. Dans votre cas, à 15 ans, de ce que je crois comprendre, vous vous êtes quand même identifié assez rapidement au Québec et au Canada. Oui, à 15 ans, quand je suis arrivée, je parlais pas un mot québécois. Je parlais un petit peu les bribes du français que j'ai appris chez nous en Syrie. Je dis chez nous, je dis la Syrie. Je suis moitié-moitié maintenant, même si ça fait 49 ans que je suis là. J'ai gardé le plus beau de la Syrie et puis je l'amène ici. Alors là, c'est ça. Est-ce que c'est plus facile, mais là, il y a le contexte évidemment, là. Est-ce que c'est plus facile pour les Syriens aujourd'hui d'arriver au Québec, au Canada, qu'à l'époque? Parce qu'il y a sûrement beaucoup plus de soutien à ces gens-là aujourd'hui, je présume, là, même si le contexte est très, très dur, très difficile. Le Canada a toujours été un pays d'immigration. Il y a toujours eu des structures, il y a toujours eu un accueil, il y a toujours eu des bonnes personnes pour nous accueillir. Depuis le temps, les Syriens sont venus après la guerre. Hein? Alors, on voit des Maziades au Lac-Saint-Jean. C'est pas nouveau. Le niveau, on est tous des immigrants en Amérique du Nord. On est tous... Et ça dépend des époques. Il y a eu des Irlandais, il y a eu des Français, il y a eu... Et là, depuis un bout de temps, là, les Syriens commencent à venir, mais il y a eu plusieurs générations qui sont venues. Alors, on est tous des immigrants sur cette nouvelle terre. Docteur Bartak? Martak, oui. M, c'est ça que j'ai dit? Oui, exactement. Faites-moi pas peur, là. J'avais passé le test, là. J'étais bien à l'aise. Mettez-moi pas mal à l'aise comme ça, là. Oui. Racontez un peu votre histoire. OK. Dans le fond, moi, j'étais avant à Paris. J'ai fait mes études en spécialité en dentisterie pédiatrique. Ça depuis de 2003 vers 2007. Parce que vous aviez choisi d'aller en France. Oui. C'est ça. Puis c'était pour mes études. Et après, on a décidé, moi et ma famille, de venir ici. On a déposé une demande pour immigration, surtout pour le Québec, parce qu'on savait qu'elle parle français. Et nous, on parlait pas mal français là-bas. Mais vous êtes parti de la Syrie dans quel contexte? C'est pour mes études. OK. Oui, en 2003, c'est ça. Et puis, on était acceptés. Et puis, on est arrivé ici en 2008. Et puis, depuis 2008, on n'est jamais retourné dans le pays. C'était comme toujours essayer de travailler pour avoir l'équivalence, notre permis de travail comme dentiste. Et puis, c'est ça. Puis là, on est rendu à 2016, ça fait 8 ans. Et puis, on se sent comme chez nous, toujours. Puis, est-ce que ça a été long pour vous d'avoir la reconnaissance ici? Et ça a pris quand même... au début, c'était comme un examen. Et après, j'ai refait mes 3 dernières années en médecine dentaire à l'Université de Montréal. C'est quand même pas rien, là. Oui. Et puis, finalement, j'ai obtenu un diplôme de médecine dentaire de l'Université de Montréal, un diplôme canadien. C'est ça ce qui m'a donné la permission de travailler comme dentiste ici. Est-ce que c'est plus facile, peut-être que vous le savez pas, est-ce que c'est plus facile que la médecine, par exemple? Parce qu'on sait qu'en médecine, souvent... C'est presque la même chose parce que c'est toujours de passer à travers des examens.
Et puis, c'est sûr que les places sont limitées. C'est-à-dire contingentées? Oui, exact. Et puis, surtout comme l'université francophone, il y a avec l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis, les autres universités comme des anglophones. Moi, j'ai fait comme une seule demande pour l'Université de Montréal et j'étais accepté. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà venu à l'idée de retourner en série? Parce que vous étiez à l'origine parti pour vos études, en fait? On a pensé, dès que j'ai terminé mes études, de retourner pour faire des visites, pas plus que ça. Mais avec la guerre, l'idée a changé totalement, et puis je ne pense pas retourner. Je vous pose la même question que je vais poser à tout le monde, dans le fond. Les contacts avec la famille, puis tout ça, est-ce que c'est la plupart possible? De ma famille, c'est sorti de la Syrie. J'ai ma soeur qui est en Jordanie, mon frère avec ma mère qui sont là, ici à Québec avec moi. Et puis... la chose comme c'est devenu ici mon pays parce que là je travaille ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, puis à cause de la guerre en ce moment la question se pose pas là, ça a changé beaucoup de choses là. Est-ce que c'est plus difficile les enfants en fait là, est-ce que vous avez des enfants, j'imagine? Oui, absolument. Est-ce que ces enfants-là des fois s'informent sur leur pays d'origine ou en tout cas votre pays d'origine dans certains cas et vous aurez voulu le connaître? Mes enfants sont encore jeunes, c'est-à-dire 5 et 10 ans. La plus jeune, elle est trop jeune pour comprendre ça. Mais la plus âgée, on lui parle des fois, mais comme j'ai dit, c'est ici qu'elle a commencé à prendre conscience. Et puis, elle a ses amis. Elle est québécoise. Mm-hmm. Je trouve qu'elle est québécoise comme 100%. Ouais. Docteur Bahiram. Parfaitement ça. Merci. Une belle prononciation en plus. Je vais devenir un spécialiste. Parlez-moi de votre histoire à vous. Je crois que mon histoire est un petit peu différente de mes confrères ici, et puis mes collègues, et puis mes amis. Je suis arrivée en France, j'avais à peu près 27 ans. J'étais déjà bâtie, j'étais déjà médecin et j'étais déjà spécialiste en pédiatrie. Et le but, c'était d'obtenir une sous-spécialité en pédiatrie qui est néonatologie, périnatologie. Et j'ai été acceptée à l'université de Strasbourg au départ, où j'ai passé 2 ans, c'était dans les années 80, et puis après j'ai reparti pour Nancy, la ville de Nancy, parce qu'il y a eu réellement une création d'un diplôme dans cette spécialité reconnue à travers l'ensemble des pays européens et la France. Donc, c'est pour compléter... non, mais je vous pose la question, puis je pourrais poser la question au docteur également. Est-ce que vous aviez comme plan de retourner en Syrie après avoir eu vos spécialisations? Moi, oui. Vous? Personnellement, oui. Pas vous? À Paris, oui, j'ai pensé à retourner après quand je suis arrivé en France, mais après quand on a décidé de venir ici au Canada, c'était une décision... La question ne se posait plus. Oui, c'est ça. OK. Donc, après l'obtention de cette spécialité, c'est encore... j'avais envie de relever un défi supplémentaire. Et puis, j'ai été aidée par le directeur de service de néonatologie en France, à Nancy, à l'Université de Nancy, pour faire encore un doctorat en pharmacologie, un PhD supplémentaire, autre que la médecine. Et cette spécialité, étant donné qu'elle était rare, étant donné qu'elle touche le nouveau-né, donc il y avait une porte ouverte ici, pas à Québec, mais c'était à Montréal et à l'université de McGill, où j'ai été acceptée avec l'aide de mon ancien professeur à Nancy, Dr Vert, et puis je peux prononcer son nom parce qu'il m'a vraiment aidé à obtenir cette position ici à Montréal. À ce moment-là, je m'excuse, vous êtes seule, évidemment pas d'enfant, toujours pas de conjoint? Toujours seule, j'ai pas d'enfant. OK. Et j'ai pas de conjoint. Donc, vous êtes libre? Oui. Donc, j'ai atterri à Montréal et j'ai réalisé un PhD en pharmacologie néonatale. Tous les travaux pratiques ont été faits à Montréal, à McGill, entre l'hôpital juif et l'hôpital pour enfants malades, Children's Hospital. Et puis de retour dans les années 90 à Nancy, j'ai eu mon poste universitaire à Nancy. Et puis par la suite, j'ai été recrutée
par l'Université Laval ici, via mon directeur de recherche à l'époque, qui est devenu maintenant, qui est le directeur adjoint des affaires hospitalières et médicales et académiques au CHU de Québec. Et il s'appelle Dr Jean-Claude Forêt. Et c'est grâce à lui que j'ai atterri à Québec. Et je suis très contente de tout ce qu'il a fait pour me voir ici. Et puis j'espère qu'il est content de tout ce que j'ai réalisé ici à Québec, à la fois en clinique comme en recherche, comme un devoir académique. Donc, dans votre cas, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 23 ans passés, 24 ans. Et votre projet d'origine de retourner en Syrie, il a été oublié quand même assez rapidement. Il a été oublié à cause des défis qui m'ont été présentés, à la fois en France, pour pouvoir avoir mon poste assistante hospitalière universitaire. J'étais pas mal avancée dans mes études et puis la porte était ouverte. Et puis la deuxième fois, elle a été effectivement oubliée lorsque j'ai été recrutée ici par l'Université Laval, par le centre de recherche à l'époque de Saint-François d'Assise, par Dr Forêt. Je vous pose la même question qu'aux deux premiers invités. Votre famille, est-ce que vous avez revu ces gens-là? Est-ce que vous êtes en contact ou est-ce que vous avez eu des contacts au cours des dernières décennies même? J'ai plus mes parents. J'ai régulièrement des contacts avec mes collatéraux. Mais ma propre famille, mes frères et sœurs... Ils ne sont plus en Syrie non plus, j'imagine? Ils ne sont plus en Syrie. Ouais. J'ai une sœur et un frère qui habitent Montréal. Et ma sœur, elle est arrivée, on est arrivés ensemble à peu près en 87, moi pour mon doctorat et puis elle comme immigrante. Et puis mon frère qui est anesthésiste, il est en France. On va faire une pause, on va vous laisser reprendre votre souffle. Il est 11h21, vous êtes sur Énergie 98.9. Mario Tremblay. Mario Tremblay à Énergie 98.9. Il est 11h25 sur Énergie 98.9. Je vous le dis souvent, on a des discussions qui se poursuivent pendant les émissions, pendant les pauses en fait. Là. On est avec 3 Québécois d'origine syrienne. Je recommence ça. On vous les a présentés au cours des dernières minutes. Là, on avait des discussions, puis on se posait la question. C'est sûr que, première des choses, pour intégrer quelqu'un qui arrive de l'extérieur du pays, généralement, première étape, je dirais la langue, moi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais évidemment, faut s'entendre, faut se comprendre. Absolument. Après ça, évidemment, l'emploi, c'est le meilleur moyen de s'intégrer dans quelque communauté que ce soit. Et c'est drôle parce que je disais, moi, quand j'entends des gens dire que les Québécois, il y a des Québécois qui sont racistes, c'est sûr qu'il y en a sûrement, mais moi, je pense qu'on peut pas identifier le Québécois type comme quelqu'un de raciste. Par contre, moi, je pense qu'il y a des gens xénophobes là, qui ont peur de l'étranger, effectivement. Oui, c'est la prudence, je pense. Les gens sont plutôt prudents de rencontrer quelqu'un étranger quand ils ne connaissent pas. Oui, puis moi, en tout cas, dans ma façon de voir, je pensais que c'était plus présent en milieu rural. Et Nour Sayem, vous me dites, il y a des endroits, on pourrait être surpris en fait. Vous me dites qu'à Québec, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu au Lac-Saint-Jean, j'ai fait le travail quand j'avais mon entreprise dans le temps. Il n'y a pas un rang que j'ai pas fait. Parce que moi, je suis entrepreneur, j'ai un doctorat en sciences et technologies des aliments et j'ai ouvert une business pour aller partout. Y compris au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean. Et j'ai vécu au Lac-Saint-Jean et accouché d'un bleuet là-bas aussi. J'ai marié un Québécois, on a déménagé là-bas. J'ai vécu 4 ans avec les gens du lac. Je me suis jamais sentie une étrange. C'est parce qu'on est accueillant là-bas. Ah, qui sont accueillants. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est mon deuxième pays. Ouais. C'est vraiment mon deuxième pays. Mais c'est quand même... vous n'avez pas tort parce que là, j'étais dans les préjugés probablement en disant que dans les milieux... ruraux, les gens sont peut-être plus prudents quand il y a un étranger ou quelque chose dans le genre, mais c'est vrai qu'au Lac-Saint-Jean, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, parce que je viens de là. Vous êtes un Tremblay. Ben oui, c'est ça. Puis, évidemment, le fameux pattern du Vietnamien qui achète le dépanneur, là, ça existait, ça, là-bas. Puis, je vous dirais que les premières personnes immigrantes, probablement, au Lac-Saint-Jean, ça a été pas mal ça. Des Vietnamiens qui sont... Puis, c'est vrai généralement, les gens sont accueillants. On les aime. Ouais. On les aime. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Puis, ils me posaient des questions sur mon pays.
Puis, comment ça va là-bas? Explique-nous, fais-nous un panorama de ce que vous connaissez. As-tu des diapositives de là-bas? On faisait des soupers, des potlucks avec le cégep de Saint-Félicien où on enseignait là-bas. Uh-huh. Et tous les professeurs, tous les gens étaient très accueillants. Le Lac-Saint-Jean, moi, j'ai adoré. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est mon deuxième pays, comme je te dis. Là, peut-être un Tremblay. Ben oui, c'est sûr. Puis même ici, j'ai travaillé à la Banque de développement du Canada, puis je me suis appelée Georgette Gagnon d'Allemand. Georgette Gagnon. Wow. Juste pour me faire identifier comme je venais de ce coin-là. C'était mon deuxième pays après la Syrie. Et à Québec, quand je suis arrivée, c'était pas la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Québec, c'est la Mecque du français. C'est la protection du pays, c'est la capitale nationale. Mais pourtant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même assez nationaliste comme région. Là. Oui, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Québec, c'est le dernier château fort, puis oubliez pas qu'il y a une citadelle ici, comme à Alep. Et les gens qui habitent dans une citadelle, là, ils sont toujours particuliers. C'est comme les gens qui habitent sur une île. On me demande toujours, t'es une petite qui? Mais vous n'aviez pas l'air d'accord avec ça quand je parlais de xénophobie tantôt, là, chez les Québécois? Non? Si je me permets, moi j'appelle ça j'appelle ça pas un xénophobie. Je parle de certains Québécois en passant. Oui, même pour certains Québécois. J'appelle ça beaucoup plus la peur de l'étranger, la peur de ne pas connaître, la peur de faire un premier pas. La peur de faire un premier pas pour approcher ces étrangers. Et puis, probablement, est-ce qu'il y a du travail de deux côtés à faire? Probablement, oui. Si je me permets, moi, je suis arrivée directement dans un milieu où j'ai pas eu ni à me justifier, sincèrement, parce que j'étais formée, j'étais, excusez-moi, bombardée des diplômes. Et puis le devoir qui m'a été... Ne vous excusez pas, c'est pas un péché. Et le devoir qui m'a été donné, c'était vraiment un défi pour moi, c'est de créer un groupe de recherche pour un sujet particulier qui touche les nouveau-nés naissants et prématurés, essentiellement, qui est les arrêts respiratoires chez le nouveau-né. Mais en fait, vous avez été sollicité pour venir ici. C'est différent. Oui, enfin. C'est un peu ce qui explique ce que vous racontez là. Oui, effectivement. Effectivement, il y avait un intérêt de me recruter à l'Université Laval, au Centre de recherche Saint-François d'Assise, avant qu'il y ait les fusions quand je suis arrivée en 93. Il y a eu après première fusion, et puis maintenant il y a une deuxième fusion qu'on le vit depuis à peu près 3 ans. Maintenant, on s'appelle plus du tout Centre de recherche Saint-François d'Assise ou Hôtel Dieu ou Saint-Sacrement. Actuellement, on est Centre de recherche du CHU, Centre hospitalier universitaire de Québec. De Québec. Pourtant, mes laboratoires sont à Saint-François d'Assise, mais bref. Est-ce que vous connaissez des gens de même origine que vous qui n'ont pas réussi à s'adapter, qui ont quitté? Non. Non? Vraiment, non. Aucunement? Non. Les Syriens s'adaptent très, très bien parce qu'ils viennent de toute façon d'un pays laïque. OK, la Syrie, c'est un pays laïque. On a été toujours en contact avec différents pays occidentaux. Puis on nous identifie pas comme des Syriens. Moi, si j'étais pas avec mon livre que j'ai publié, jamais j'aurais atterri ici pour parler de la Syrie. À vous voir, on pourrait penser que vous vous appelez Georgette Gagnon. Oui, absolument. Avec l'accent que j'ai aussi, là. Là, je parle pas québécois, là. J'essaie de bien parler. Mais non, on rentre très bien dans une société. Et le peuple syrien, c'est un peuple qui est assez travaillant, fier, et puis, je suis très, très contente. Parlez-moi un peu. Oui, allez-y, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Si vous me permettez d'abonder dans cette direction, que la laïcité qui régnait en Syrie, je l'ai vécue. Parce que moi, j'ai quitté la Syrie, j'avais 27 ans. Je vais donner un exemple que je vivais de toute façon en Syrie. Moi, je suis chrétienne. Par contre, j'ai fait mes études médicales à l'université d'Alep,
moi je suis de Damas et l'université d'Alep est à 500 kilomètres de Damas. J'ai habité chez une famille musulmane et sur le palier, il y avait un voisin juif. Donc ça, c'était mon époque dans laquelle j'ai vécu. Je crois une fois où on est capable de se regarder entre humains, je ne crois pas que la religion doit être un frein. Je comprends pas la fin de votre intervention. Ne doit pas être un frein. Un frein, OK. Un frein de relations humaines. Parlez-moi de la situation en Syrie. Quand on est au Québec depuis aussi longtemps que vous tous, là, parce que ça fait, on parle de décennies là, pour tout le monde, je pense. Là. Presque, oui. Ouais, dans votre cas, presque, ouais, c'est ça. Comment on voit ce qui se passe? Parce que nous, on n'est pas Syriens, on regarde ce qui se passe, puis on est absolument bouche bée là, devant ce qui se passe là-bas. Alors, j'imagine que c'est vrai pour vous, même si ça fait quand même longtemps que vous avez quitté, là, et que la plupart d'entre vous, de ce que je comprends, n'ont plus de personnes de leur entourage qui sont là-bas, mais quand même, vous voyez ce qui se passe, c'est quand même votre pays d'origine. Est-ce que ça vous touche? Absolument. Il y a personne parce qui que d'abord, est indifférent. C'est ça, même des Québécois, ils sont. Moi, je suis sensible à n'importe quelle histoire humanitaire, que ce soit au Darfour, que ce soit en Afrique, ailleurs, que ce soit en Haïti, que ce soit en Syrie. Moi, j'ai fait le deuil du pays, premièrement. Et ça a été un cheminement très difficile à faire. J'ai gardé ce qui est plus beau. Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde puisse faire leur deuil, mais c'est très difficile de faire le deuil du pays, mais on sort très, très enrichi. Mais je compatise, je sympathise avec tout ce qui se passe là-bas. C'est incroyable. C'est parce que c'est d'abord un drame humain. Oui, absolument. Avant d'être un drame syrien. Oui, c'est une tragédie humaine. 4 millions de réfugiés qui se sont promenés, là. Écoutez, depuis des siècles, il n'y a pas eu ça. Et ça n'a pas de sens. Alors, on est là, bouche bée, on se dit, mais, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On sait qui intervient dans quoi, mais on n'est ni politologue, ni spécialiste en sociologie, ni... On est 3 scientifiques, hein? Moi, j'ai un doctorat, l'autre est docteur, l'autre est médecin. On regarde du côté humain de ce qui peut se passer. Et on a les bras qui tombent et la bouche bée, on dit, mais la Syrie, c'était pas comme ça. La Syrie, ça a été un pays où le PIB était correct. On n'était pas un pays sous-développé. Ça allait bien. Il y avait de la stabilité dans ce pays. Comment ça se fait que ça a éclaté? On peut savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais on veut pas rentrer dans la politicaillerie de... Mais en même temps, vu de l'extérieur, parce que je suis loin d'être un spécialiste, je vous pose la question, mais de loin, est-ce que c'est pas quand même assez subi? Est-ce que c'était prévisible? Parce qu'au début, c'était des manifestations pacifiques. Non, ça fait longtemps que ça bouillit. Ouais. Ça boue depuis longtemps. Et d'ailleurs, je l'explique dans mon livre, comment on s'est rendu là. Je veux pas trop rentrer dans l'anthologie de la guerre et de l'économie et comme je vous dis, je ne connais pas tellement assez ce sujet-là, mais je sais que depuis la guerre de 6 jours, moi j'ai quitté pendant ce temps-là, il n'y a pas eu une occasion pour qu'on puisse vraiment faire une paix avec Israël. Et ça a dégringolé de plus en plus. Et de plus en plus, il y a eu un vide à un moment donné. On avait un genre d'amour de l'arabisme. Il y avait un amour, une volonté de se sentir arabe partout dans le monde arabe. Et quand on a perdu la guerre de 6 jours, cette fierté d'être pan-arabique, elle s'est dissoute. On était plus fiers de dire qu'on était arabe ou syrien. Là, ce que je comprends, là, parce que je veux pas qu'on rentre trop effectivement dans la technique, parce qu'on va perdre le gens. Et c'est là qu'il y a eu un trou. Mais là, vous êtes en train de me dire que ça dépasse les gens au pouvoir présentement. Là. Oui. Ça part de plus loin que ça. Là. Ah oui, absolument. Ah oui. Okay, parce que nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est le pouvoir actuellement en Syrie qui a déclenché tout ça, mais ça date de plus longtemps que ça. Là. C'est ce que je comprends. Là. Oui. Je crois qu'il y a certainement des facteurs sous-jacents qu'on ne peut pas les expliquer en ce moment-là pour pouvoir comprendre le déclenchement de cette guerre que, à mon point de vue, ne devait pas y être. Et je ne rentre pas dans les explications parce que ce sont des
des connaissances et des explications et des interprétations que je fais de ma propre personne, à la fois de ma lecture, de ma connaissance de l'histoire de mon pays natal, qu'à l'encontre de ma chère Nour, je n'ai pas encore fait le deuil. Donc, je suis québécoise, je suis canadienne, mais je n'ai pas encore fait le deuil de mon patrie, la Syrie. Donc, et je me retiens pour le moment de rentrer dans des facteurs qui ont enclenché cette guerre. De mon point de vue, c'est pas le moment. Le moment est comment pouvoir, de mon point de vue actuellement, avec les moyens que j'ai, répondre à cette crise humanitaire et comment nous pouvons, en tant qu'humains, rendre la balle, parce que je crois sincèrement que le monde entier est un peu responsable de cette guerre. Absolument. Dans le fond, c'est un conflit de plusieurs pays dans la Syrie, sur le territoire syrien. Finalement, c'est le peuple qui subit ça, les gens qui sont perdus tout, leur travail, leur maison, leurs enfants, leurs proches. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a des organisations qui se servent de la religion comme prétexte? Bon, évidemment, je fais allusion entre autres à l'État islamique puis tout ça. Absolument. Nous, vu de loin, on se dit, ben là, il n'y a plus rien de religieux là-dedans. Là. Aucune religion demande de poser des gestes comme le fait l'État islamique. Là. Jamais. Donc, on se sert c'est un prétexte, la religion. Bien sûr. Bien sûr. On pourrait même aller jusqu'à dire que ça salit des religions. Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. Certainement. Je ne crois pas que c'est écrit nulle part que nous devons faire la guerre de telle manière, là. Jamais. On est toujours vécu comme ensemble. Et puis, moi, je suis chrétien, puis mon meilleur ami, c'était un musulman. J'ai jamais senti comme, il y a une différence avec lui, j'ai jamais senti comme, lui, il voulait m'agresser à cause de croyance, c'est pour ça. Mais là, le contexte, comme, c'est entre religions, mais dans le fond, c'est pas ça. C'est une autre chose. Mon point de vue que je trouve, c'est un grand jeu qu'on ne sait pas c'est quoi exactement, qu'on connaît pas les détails, mais on voit les résultats au moins. Est-ce que vous voyez la fin? C'est une guerre qui n'appartient pas à la terre syrienne, si j'ose dire. Si j'ose dire. Effectivement, c'est une guerre qui n'appartient pas à la terre syrienne. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça me donne énormément de la peine. Mais je crois que ça explique beaucoup de choses. Mais comment on peut expliquer l'existence d'organisations comme l'État islamique? Quoi dire? Ouais. Écoutez, il y a des tensions de l'extérieur de la Syrie qui se sont explosées sur la terre syrienne. Parce que l'État islamique avant était... il faut vous lire entre les lignes. Hein? Écoutez... j'ose pas vous interpréter non plus, là. Je veux pas... j'ai pas envie encore qu'on interprète ce que je voulais dire. Je crois que vous vivez très bien et vous suivez très bien les nouvelles. Donc, il n'y a rien à cacher. Il y a des tensions politiques tellement importantes. Externes à la Syrie? Externes à la Syrie. Et ces tensions, à la fois sur le plan territorial, si j'ose dire, comme sur le plan économique, ont fait en sorte de détruire mon pays. Question d'un auditeur, sans tomber dans la xénophobie ou le racisme, est-ce que eux ont peur ou craignent ce qui se passe actuellement sur la planète? Est-ce qu'ils croient que les événements des dernières années peuvent stigmatiser les habitants de ces pays ou encore la religion musulmane? Évidemment, il y en a deux au moins qui sont catholiques. Et moi, je suis musulmane. Musulmane, donc la question est bonne. Moi, la plus grande peur pour moi, c'est l'environnement qui va déclencher la faim. Et la faim a déclenché les fameux... Expliquez-moi ça, vous me faites peur, là. Oui, l'environnement... moi, je suis biologiste de base, et puis je regarde la Terre comme... elle est soumise à une population. On est 7 milliards de personnes, dans 35 ans, on serait 10 milliards. Sur 10 milliards, on est capable de vivre très bien, mais sauf qu'il y a des intérêts
multinationales pour pouvoir gérer le globe terrestre. Juste pour vous dire qu'il y a 7 entreprises qui règnent dans le domaine alimentaire sur toute la planète. Quand on a faim, on se fait exploser. Je vous pose la question de l'auditeur là, concernant la religion musulmane. Veut ou veut pas, ça fait des dommages. Il y a des gens qui font des corrélations à tort ou à raison. Il y a l'amalgame entre l'islam et l'islamisme et l'intégrisme. L'islam, c'est une religion divine, comme le christianisme et le judaïsme. On croit quasiment à la même chose. On a tout un tronc commun. Juste pour vous dire, dans l'islam que j'ai étudié profondément, on n'a même pas le droit de se faire tatouer parce qu'on se fait mal à la peau. On n'a pas le droit de se suicider. Ben, c'est ce que je disais tantôt. Quand une organisation comme l'État islamique... Alors, l'État islamique, ce sont des gens frustrés. Ce sont des prétextes. Ce sont des gens frustrés qui ont été... c'est des gars de la rue qui sont devenus des bandits, finalement, et qui ont profité de cette situation-là et qui ont été entraînés. Et j'ai lu des livres là-dessus sur l'évolution et la genèse de l'État islamique. Moi, là, je pose des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. On a l'impression des fois, parce que, bon, faut pas mélanger la religion puis l'intégrisme, on a l'impression souvent que les organisations musulmanes ne réagissent pas assez contre notamment des gestes de l'État islamique ou d'autres organisations. Vous n'êtes pas obligé de me répondre là-dessus. Je vous pose la question de savoir si certaines organisations pourraient pas se manifester plus souvent. Oui, je suis une des personnes musulmanes qui se manifeste et qui a le courage de parler. C'est comme si on a peur. On a vraiment peur de se faire exécuter par les Facebook, par les médias sociaux. De vous faire identifier. De nous faire identifier. Parce que moi, je suis musulmane dans l'âme et dans l'esprit et dans le cœur. Et musulmane au bout, là, comme on dit, B-O-U-T-T-E, là. Mais c'est vrai que je suis pas voilée, mais je me dévoile autrement. Parle juste une petite note pour parler de votre livre, justement. Oui, là, exactement. Qui est disponible. Ma vie entre figuier et érable. Ah, bah oui. On vient de comprendre le comparatif. Ça, c'est disponible depuis peu de temps? Il est disponible sur mon site Internet parce que je suis à compte d'auteur, parce que je l'ai écrit pour moi. Je pensais jamais l'écrire pour tout le monde. Et finalement, c'est parti. noursayem.com, puis les gens peuvent se le procurer. Il y a aussi à la librairie La Liberté. Il y a J.R. Boucher à Rivière-du-Loup et il y a aussi Monet à Montréal. Ces livres-là, je les offre de personne à l'autre quasiment. C'est pour ça que je dédicace chaque livre qui se fait acheter. Parlez-moi un peu des Syriens qui arrivent là, présentement. Comment ils sentent, ces gens-là, vous pensez? Est-ce que vous en rencontrez? Est-ce que vous avez l'occasion d'en voir? Ou on est tous les trois, on est des bénévoles pour être interprètes. Comment ils sentent? Et moi, je les ai rencontrés par deux fois. Je les ai rencontrés samedi passé et avant-hier. Parce que là, il faut que je vous dise, on a vu des reportages à la télévision en fin de semaine, je pense, sur des réfugiés qui sont arrivés. Puis, évidemment, il y a comme un principe de relation publique là-dedans. Là. On voit des gens qui sont bien heureux puis qui semblent... mon Dieu, après 2 jours, ils sont quasiment aussi québécois que moi. Là, c'est incroyable. Même s'ils ne parlent pas la langue. Là. Mais dans la réalité, j'imagine qu'il y en a parce qu'ils arrivent dans un contexte très, très difficile. Là. Dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, ça ne doit pas être toujours aussi facile qu'on le voit à la télévision. Là. Je leur ai parlé. Ils sont encore apathiques. Ils croient même pas leurs yeux ni leurs oreilles qui sont arrivés. Ah ouais? Parce qu'il y a eu l'attente? Oui, beaucoup. Il y en a là, qui ça fait 4 ans qui ont attendu, 3 ans qui ont attendu. Mais la majorité, c'est des enfants. Alors, chaque famille qui est arrivée, ils sont avec 5 ou 6 enfants. Vous devriez voir ces mousses-là. Ils sont merveilleux. Merveilleux. Moi qui aime les enfants. Je les ai côtoyés et je les connais, leurs petits noms maintenant. Là. Ils sont merveilleux. Et eux autres, ils vont rentrer facilement. Ils vont être francisés. Il n'y a personne qui est d'apeuré là-dedans, là, qui sont inquiets. Puis... Non, pas pour le moment. Non? Ils ont espoir. C'est des cols bleus qui sont arrivés.
un qui était propriétaire d'une pizzeria, l'autre est un plombier, l'autre... c'est tout du monde qui sont volontiers pour travailler. Puis ils m'ont dit, as-tu une job, là? Uh-huh. J'ai dit, attendez, il faudrait que vous soyez passé par la francisation. Et je les ai rencontrés au cégep de Sainte-Foy, là, pour être interprète pour cette activité-là. Et puis, go, on veut travailler. Puis, c'est merveilleux de voir ça. Uh-huh. Ouais. Vous disiez tantôt, ça passe par le travail d'abord. Là. Exactement. Et puis je crois que c'est la porte qui peut rendre toute personne à l'aise, confortable, communiquant et ouverte. On parlait de xénophobie tantôt. Les gens qui étaient inquiets de voir autant de réfugiés arriver, est-ce que c'en est un signe de xénophobie ou c'était justifié comme réaction? J'imagine que d'abord de s'assurer qu'il y a une bonne sécurité, c'est important, effectivement, pour que certaines personnes essaient pas de s'infiltrer, c'est important, ça, à la base. Ou c'est exagéré pour vous? Moi, j'ai confiance dans le système de la sécurité canadienne. C'est pas la première fois qu'on reçoit des réfugiés, mais sauf qu'on a un porte-à-faux, comme quoi les Syriens égale terroristes. Donc, il faut disloquer cette réputation-là. On peut avoir... En tout cas, moi, je crois énormément au système de la sécurité. Ils ont fait tout un système. J'ai regardé l'organigramme de la sécurité. Il y a eu 12 ministres, je pense, qui étaient autour de ça pour que ça soit sécuritaire. Et jamais, au grand jamais, on a fait ce système-là pour être sûr, et on a le choix de choisir ce qui n'a pas été fait en Europe. Et le système en Europe ne peut pas être copié-collé à ça. Au Canada, c'est différent. On est structuré, on sait comment ça fonctionne et, comme on dit, lâchez-moi patience, tu sais. Bon, on va terminer sur cette belle phrase québécoise de Georgette Gagnon. C'est ça. Mieux connue sous le nom de Nour Sayed. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça n'a pas été trop difficile, ça s'est bien passé. Tout est sous contrôle. Ça a passé vite. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Mario. Il est 11h50. Mario Tremblay. Mario Tremblay sur Énergie. 98.9. Il est 11h56. Hey, bon midi. On a eu des beaux exemples d'intégration. Je ne sais pas quel terme employer exactement là, depuis ce matin. D'abord avec le propriétaire de la crémaillère, M. Guidio Beppino, qui est ici depuis presque 60 ans. Ça, c'est de l'intégration. Nos invités aussi d'origine syrienne, qui sont ici quand même depuis longtemps. Quelques réactions là-dessus. Là. Il y a des gens qui disent, en disant que la pression vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle insinuait? Ben là, je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes, mais c'est pas ce que je viens de lire sur texto, là. Parce que la personne dit, est-ce qu'elle voulait dire que l'État islamique, en fait, défend le pays contre le mal venu de l'extérieur? Non, je pense pas. En tout cas, moi, je l'ai pas interprété pas du tout comme ça, pas de cette façon-là. OK. Voilà pour ça. Hey, dans le genre de nouvelles qui peut nous faire du bien, c'est pas quelque chose de le fun, par exemple, là, mais ça fait du bien d'apprendre ça. Un Canadien, un enseignant qui a été condamné à 4 ans de prison pour avoir abusé d'enfants dans les rues au Vietnam. On dit que c'est un cas assez rare public de poursuite pour pédophilie dans ce pays communiste. Donc, il a été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec 4 adolescents sans abri. C'est laid. C'est dans la catégorie pas beau, là. C'est vraiment pas beau. Ça se passe à la fin 2014. 46 ans, le gars, enseignant d'anglais et musicien de bar. Il attirait les jeunes dans son appartement et les payait à peu près 10 € pour avoir des relations sexuelles. C'est vraiment dégueulasse, là. C'est une histoire dégueulasse, là. Mais ça fait toujours du bien de savoir qu'ils se font prendre, qu'ils se font poigner. Alors, les procès contre des pédophiles étrangers sont plus courants dans les pays voisins du Vietnam, par exemple le Cambodge, qui a lancé une politique anti-pédophile, parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont là, qui vont voyager ou qui s'installent là, comme c'était son cas à lui, notamment pour ça, là. Et il y a des gens là-bas qui ont dit, on est content de cette sanction-là, mais on la trouve pas encore assez sévère. Puis moi, ma réflexion, ça a été de penser qu'au Québec, des fois, il y en a qui pognent moins que ça, là.
Il y en a qui pognent moins qu'au Vietnam. Vous avez peut-être vu cette nouvelle-là dans le journal ce matin concernant les sacres à la voix sur TVA. Éric Lapointe et Pierre Lapointe se sont laissés aller, semble-t-il, à la voix avec quelques sacres. Ils ont été sanctionnés par une décision du Conseil canadien des normes de la radio-télévision. Alors, selon l'organisme, TVA a enfreint les règles du code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs en présentant, sans mise en garde, parce qu'il était 19h30, une émission dans laquelle on pouvait entendre des mots grossiers. Des gros... Le CCNR a jugé qu'il s'agissait d'un langage grossier qui n'avait pas sa place avant 21h. C'est un peu bizarre tout ça. Hein? Je suis pas en train de vous dire que c'est bien de sacrer, là, mais c'est des règles. C'est des règles. C'est des règles. C'est des règles. C'est des règles.